Ensuite, donc Gérard Scheller, que vous voyez ici, c'est des photos qu'on a faites au Jardin botanique, pour la petite histoire. Et vous avez donc le petit tract, la petite version. Vous avez l'acronyme qui est décliné avec les 7 valeurs, et également nos sites respectifs, chloé-framby.ch, gérardscheller.ch, rien de plus simple. Et notre Maxime, on lâche rien, qui est connu de façon intersidérale, je dirais. Dans la Constitution, on a repris cet article qui nous a paru intéressant et auquel Pascal Najadi se rallie. Toute personne est responsable, ça parle de responsabilité individuelle et sociale, toute personne est responsable d'elle-même et contribue, selon ses forces, à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. Et c'est ce que nous comptons bien faire en accomplissant nos tâches en termes de préservation de nos fondamentaux, notamment des libertés fondamentales qui figurent dans la Constitution, article 7 à article 36, et également à respecter la proportionnalité qui doit être appliquée à la restriction éventuelle de ces droits fondamentaux. Votre projet de loi lancé, comme je vous l'ai dit juste avant, on commence par les projets de loi qui concernent la démocratie. Il y en a 9. On va parler en alternance. Donc je vais commencer, ensuite Gérard suivra, et puis on alternera. Donc la première des initiatives qu'on veut lancer une fois élu, c'est l'initiative pour que les lois d'urgence soient soumises au référendum obligatoire. Il faut savoir que dans la Constitution, les lois d'urgence ne sont pas concernées par le référendum obligatoire, de telle sorte que, notamment pour la loi Covid-19 et la loi dite antiterroriste, eh bien, le peuple, au départ, n'était pas censé être consulté, mais les amis de la Constitution et d'autres groupes ont réussi à réunir plus de 50 000 signatures afin de lancer ce référendum qui est facultatif. Nous, on aimerait que toutes les lois d'urgence soient à l'avenir soumises à référendum obligatoire, que le peuple ait son mot à dire sur tout ce qui restreint nos libertés, finalement. La deuxième, c'est supprimer le délai de prescription pour les référendums. Vous le savez sûrement, le délai pour lancer un référendum est de 100 jours, donc 3 mois, un petit peu plus de 3 mois actuellement, et notamment pour la loi sur les épidémies de 2012, qui peut imposer aux Suisses la vaccination obligatoire dans son article 6, par exemple. Donc cette loi a été totalement ignorée jusqu'à la déclaration par l'OMS de cette pandémie de Covid-19 en mars 2020. Mais évidemment, 8 ans plus tard, il était impossible pour le peuple suisse de collecter les signatures afin de mettre en place un référendum qui permettrait aux Suisses de se prononcer sur cette loi. Donc voilà, nous on aimerait qu'il n'y ait plus de délai de prescription, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, une fois qu'une loi est passée sans notre accord, eh bien, nous puissions lancer un référendum pour se prononcer sur cette loi. On a aussi cette idée de pouvoir initier de lancer des initiatives législatives fédérales. Je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau fédéral, on peut lancer une initiative constitutionnelle qui permettrait de changer la Constitution ou alors de la modifier dans son ensemble. Mais il nous est impossible, nous, peuple suisse, de lancer une initiative législative fédérale actuellement. Et ça pose quelques problèmes, notamment, on va le voir un petit peu plus loin, pour la répartition des bénéfices de la BNS, par exemple, qui est inscrite dans la Constitution, qui est aussi inscrite dans une loi, vous verrez, c'est assez cocasse, mais qui n'est pas suivie des faits. Donc, pour s'assurer que les lois soient respectées, pour que les fondements qui font la Constitution, qui font le texte fondateur du peuple, de la Confédération et du peuple, et des cantons évidemment, soient réellement appliqués dans les faits. Donc, on doit pouvoir lancer des initiatives législatives pour initier des lois fédérales. On sait que ça existe pour certains cantons, notamment à Genève. On peut lancer des lois à Genève, on peut initier des lois, mais pas au niveau fédéral. Bien, bien. Alors on passe à la quatrième proposition. Nous pensons que c'est très important que le peuple puisse se prononcer quand il y a des traités internationaux qui sont signés. Donc, au vote populaire, à la majorité des cantons et du peuple. Pour deux exemples, en fait. Un exemple, c'est le traité avec la Chine de libre-échange qui a été signé uniquement au niveau de l'exécutif. Donc ça veut dire que quelque part le peuple n'a pas pu se prononcer par rapport à ça. C'était en 2014. Autre exemple, alors pour l'avenir, le traité pandémie de l'OMS qui est
promis à une signature en 2024, en mai, et qui a été préparé ces derniers temps, qui donnerait des pleins pouvoirs simplement au directeur de l'OMS par rapport à toutes les règles par rapport à une pandémie éventuelle. Et ça pour l'ensemble des pays qui font partie de l'OMS. Donc ça veut dire que ça, c'est une chose qui nous fait peur. Je passe à la proposition suivante. On aimerait que tous les actes, ordonnances, arrêtés, etc., puissent être au minimum attaquables au tribunal fédéral. Ce n'est pas le cas actuellement. Hein? Donc ça veut dire que, par exemple, les ordonnances Covid n'ont pas pu être attaquées au tribunal fédéral. Les ordonnances de l'ORNI, organisme de rayonnement non ionisant, ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant, c'est exactement ça. Eh bien, la 5G, par exemple, pas de possibilité pour le peuple de se prononcer. Donc voilà pourquoi on aimerait avancer sur cette question. Le numéro 6, c'est le tirage au sort des conseillers nationaux. Pour plus d'informations, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Génomie, qui est en gestation, si on peut dire, et qui nous intéresse beaucoup. L'idée, c'est d'avoir au Conseil national une bonne palette des différences, des différents métiers, des différentes personnalités, et pas forcément une accumulation d'avocats, de médecins. Il y a actuellement au Conseil national pas du tout une représentation générale de la population. Oui, je crois que les conseillers d'État et juges fédéraux aussi. Ah oui. Alors, on irait plus loin en disant pourquoi pas au tirage au sort les conseillers aux États et les juges fédéraux. Alors, toujours dans le volet démocratique, on est dans les 3 dernières propositions, enfin projet de loi. On aimerait pouvoir évoquer les personnes qu'on n'a pas élues, notamment les conseillers fédéraux et les juges fédéraux qui actuellement sont élus par les chambres fédérales, les chambres parlementaires. On aimerait pouvoir les révoquer en cas de manquement grave ou répété, ou grave et répété, l'un n'excluant pas l'autre. Ça nous donnerait un pouvoir démocratique qui serait réel, puisqu'il faut savoir quand même que dans la plupart des pays, enfin, dans une partie des pays européens notamment, en France, eh bien, le président est élu par son peuple. Ce qui n'est pas le cas en Suisse. Pour une vraie protection des lanceurs d'alerte, je pense à beaucoup de personnes, notamment à Astrid qui est avec nous, mais aussi à Yasmine Motargéry, que vous connaissez peut-être, qui était directrice de la sécurité alimentaire chez Nestlé, qui a été spoliée, qui a été licenciée, qui a été ruinée, qui a été dévastée aussi psychologiquement et sur sa santé, après qu'elle ait alerté sa hiérarchie sur des biscuits notamment qui étouffaient les bébés, chose que la hiérarchie n'a pas du tout écoutée, et en lieu et place de changer cet aliment, eh bien, a licencié Yasmine. Il faut savoir qu'elle a eu gain de cause, mais finalement ça lui a coûté des milliers, des dizaines de milliers de francs suisses, et qu'aujourd'hui elle est dans un piteux état. Pour la suppression de la publication de l'avis ou des recommandations du Conseil fédéral dans notre petit livret de vote que nous allons recevoir dans 3 semaines, qui nous dit toujours quoi voter, ce qui est bien pour nous, pour notre sécurité, pour notre santé, pour l'économie suisse, qui nous dit que c'est trop dangereux quand c'est trop innovateur, qui nous dit par exemple que pour l'eau potable et l'alimentation saine, ce n'est pas une bonne idée, qui nous dit que baisser nos primes d'assurance maladie, eh bien ça c'est pas bien non plus pour l'économie de la Suisse, et puis qui nous dit évidemment que élire le Conseil fédéral est une aberration complète. Voyons, nous ne sommes pas tout à fait en démocratie. Il ne s'agirait pas que le peuple commence à prendre ses aises et puis à décider de qui le dirige. J'ai toute une liste d'initiatives qui sont intéressantes, qui paraissent aller dans le sens d'intérêt du peuple, du bien commun et de la démocratie, qui sont étrangement non validées par notre exécutif qui nous recommande de voter non. Eh bien, il est temps que cela change et que les gens se fassent, les électeurs et les votants se fassent leur idée par eux-mêmes. On passe à un chapitre sur l'enfance. Pour nous, l'enfance,
primordial. Il faudrait qu'on mette des priorités par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a énormément de placements abusifs d'enfants qui sont placés alors que les parents seraient capables de s'en occuper. On a des exemples de personnes qu'on connaît qui sont dans cette situation. Et une des choses qu'on réalise, c'est qu'un certain nombre d'institutions sont payées au nombre d'enfants qui vont être accueillis par l'institution en question. Une des pressions qu'on pourrait mettre, c'est en découplant la question du paiement de ces institutions et la question finalement du nombre d'enfants placés. Donc, aller dans le sens de placer nos enfants pour un budget supplémentaire des institutions, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Alors, je passe au journaliste, ça tombe bien. On est accompagnés aujourd'hui, je suis encore une fois ravie que vous soyez là, messieurs, pour vos journaux respectifs. Alors, ça paraît une palissade de dire ça, mais il serait aisé que les journalistes respectent fondamentalement leur code de déontologie qui existe, qui correspond à la charte du Munich en France, qui s'appelle la Déclaration des droits et devoirs du et de la journaliste, qui demande par exemple que l'on recherche la vérité, que les journalistes rectifient les informations inexactes, qu'elles n'usent pas de méthodes déloyales pour obtenir les informations, qu'elles ne dénaturent pas les documents ni les opinions des gens. Et puis, il y a 11 articles que je vous laisserai consulter sur mon site, que j'ai mis au chapitre « Les médias ». Donc, on aimerait faire en sorte, on va faire en sorte, que les journalistes aient l'obligation de respecter ce code de déontologie pour que l'information soit la plus objective possible, la plus neutre possible et permette à la population de se faire la vie le plus réelle et réaliste possible. Toujours dans le volet journalisme, on a remarqué quand nous étions dans le comité sur l'application de traçage Suisse Covid que les journalistes qui étaient présents au Palais fédéral lors des conférences de presse étaient exclusivement des journalistes de TX Group, donc c'est un média, de Ringier, Aventinus, tous les grands groupes SSR, de journalistes officiels ou subventionnés, mais que l'entrée n'était pas libre pour les journalistes indépendants. On aimerait qu'ils puissent avoir accès, comme les autres journalistes, à ces conférences de presse officielles qui permettraient ainsi la pluralité des points de vue et de l'information, et aussi la pluralité des questions. Parce que vous savez qu'après les conférences de presse, il y a toujours des questions qui sont posées, et on observe, en tout cas j'ai observé, que ces questions sont souvent consensuelles, sont souvent peu dérangeantes, sont souvent peu questionnantes, et qu'il s'agirait d'oser aller un petit peu plus loin et poser des questions parfois qui dérangent. Toujours dans le journalisme, on va faire en sorte, on va instituer un projet de loi pour que systématiquement, dès qu'un journaliste critique quelqu'un, qu'il soit de n'importe quel bord, de n'importe quel camp, de n'importe quelle opinion ou idéologie ou autre, eh bien cette personne ait le droit de réponse qui soit équivalent en temps et en format à la critique qui a été formulée, pour qu'on ait vraiment de nouveau une pluralité des points de vue et que, encore une fois, le peuple puisse se faire un avis libre et éclairé sur toutes les questions. Je repense juste à Mehmet Bouldas, pardon, je fais une petite digression, mais de la RTS qui, le 13 août, a questionné la rédac chef du Temps pour demander si des gens comme ça, en parlant de moi, ça n'a dérangé pas que des gens comme ça se présentent aux élections fédérales et même puissent être élus. Rendez-vous compte. Je n'ai pas pu répondre, j'ai demandé le droit de réponse, je n'ai jamais obtenu. Les lobbies, je crois que c'est... Alors, les lobbies, c'est mon volet. On a vraiment un problème avec les lobbies. On sait qu'il y a des pressions au niveau des chambres fédérales qui proviennent de lobbies. Enfin, ce qui nous inquiète le plus, c'est les lobbies de type économique qui vont en fait avoir des avantages à proposer des choses. Donc ça veut dire que on demande à ce que les lobbyistes ne puissent pas, d'une part, rédiger eux-mêmes les lois, ce qui est arrivé, et puis ensuite de ne pas, qu'il n'ait pas à contribuer à la rédaction de ces lois d'une manière ou d'une autre. Les élus
on estime qu'ils ont leur propre opinion et qu'ils n'ont pas à être sous pression de lobby. Ensuite, les liens d'intérêt, on se rend compte que très souvent les personnes parlent, les élus en particulier, sans donner la liste de leurs conflits d'intérêt. Et pour nous, c'est très important que ces personnes donnent la liste des conflits d'intérêt possibles, de façon à ce qu'on comprenne mieux les pourquoi et les pourquoi surtout des positions de chacun. Il y a une trop forte influence, à notre avis, de tout ça. Voilà, c'est la suite. Ah bah, tu es déjà à la 16, c'est très bien, c'est vraiment. Alors, cette question est importante aussi. On se rend compte qu'au Palais fédéral, à l'intérieur même des locaux, il y a une série de lobbyistes qui ont leur bureau, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas correct pour une vraie démocratie. Je complète juste en disant qu'il y a, aux dernières nouvelles, d'après un article de la liste, 359 cartes de lobbyistes permanents à Berne versus 246 parlementaires. On a à peu près 1,5 lobbyistes par parlementaire. La suite, on passe à la monnaie, l'économie et la finance. Alors, comme on a été, moi je suis toujours actionnaire de la Banque nationale suisse. Gérard a cédé son action, mais on est intervenu plusieurs fois lors des assemblées générales depuis 2016 à la Banque nationale suisse, et notamment, on revient éternellement sur l'article 99 de la Constitution et l'article 31 de la loi sur la Banque nationale qui parle de reverser, de redistribuer les bénéfices nets de cette Banque nationale aux cantons et à la Confédération. À raison de 2 tiers pour les cantons, 1 tiers pour la Confédération. Ces 2 articles ne sont pas aujourd'hui respectés. Une simple lettre, appelée convention, qui a été signée entre le département des finances et la Banque nationale suisse, permet à la Banque nationale de ne verser, par exemple depuis 2020, que 6 milliards de francs sur les 20 à 50 milliards de bénéfices chaque année. On vous donne 2 petits exemples. 2019, 43 milliards de bénéfices nets, 4 milliards reversés, 10% de ce qui devrait l'être, et puis 2017 encore plus fort, 49 milliards de francs suisses, 2 milliards seulement ont été reversés, à peine 5%, un peu moins de 5%. On nous parle de dette publique, on nous parle de manque d'argent. Il faut savoir que la dette publique a augmenté de 37% depuis 2019, entre 2019 et 2021, et bien ces 37 milliards de dollars qui sont ajoutés à la dette publique sont largement comblés. J'ai dit combien de dollars? Mais c'est à peu près merci. Sont largement comblés par un exercice financier de la Banque nationale suisse. Alors certes, l'année dernière, la Banque nationale suisse a fait une perte de 132,5 milliards, ce qui n'a pas empêché de la faire mettre aux réserves 10 milliards supplémentaires de francs suisses, malgré les pertes. Toujours dans la monnaie, on aimerait que chaque canton ait son salaire minimal. Alors on est conscient des différences entre cantons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe la péréquation des richesses, des redistributions chaque année entre les cantons. Mais on sait qu'à Genève, il y a un salaire minimal. Tous les cantons n'en sont pas pourvus. On sait aussi qu'il existe des conventions collectives qui permettent de couvrir, d'assurer le salaire minimal dans certaines professions, mais malheureusement les conventions collectives n'existent pas dans toutes les professions, donc ne protègent pas les travailleurs correctement et les chômeurs. Et on aimerait donc que chaque canton ait son salaire minimal. On sait que cette proposition a été réprouvée par le Conseil fédéral, encore une, en 2014, qui nous conseillait de voter non à cette idée de salaire minimum national. Pour tout ce qui concerne l'Office des poursuites, alors on a des amis qui travaillent à l'Office des poursuites qui nous ont parlé de ces problèmes, et je l'ai moi-même expérimenté, puisqu'il faut savoir que dans la plupart des cantons, lorsqu'on a une poursuite et qu'on paye notre poursuite, on paye la créance, eh bien, nous ne sommes pas automatiquement radiés de l'Office des poursuites. Il faut encore payer une certaine somme et s'assurer auprès du créancier que celui-ci veut bien, dans sa grande sagesse, magnanimité, nous radier de l'Office des poursuites, avec des frais bien sûr. Donc on aimerait que cette radiation soit effective. L'argument qui a été opposé à cette radiation automatique, c'est que les créanciers aimeraient avoir une trace des mauvais payeurs, afin de tout de suite cibler qui est un mauvais payeur, qui est un mauvais payeur, ce qui est une forme détournée de délit de faciès financier.
Toujours dans l'Office des poursuites, on sait que les sociétés de recouvrement collaborent avec l'Office des poursuites et demandent des frais supplémentaires aux créances qui sont engagées par l'Office des poursuites. C'est des sociétés privées qui demandent des indemnités, des intérêts qui vont parfois jusqu'à 50% de la créance et qui parfois sont découplés de la créance effective. Parfois, le débiteur est amené à payer 2 fois sa créance, une fois à la société de recouvrement et une fois à l'Office des poursuites. Et c'est pour cela qu'on aimerait que les sociétés de recouvrement aient l'obligation de joindre l'acte de défaut de bien qui prouve qu'elle travaille en collaboration avec l'Office des poursuites pour qu'il n'y ait pas de double facturation et qu'il n'y ait pas d'abus sur les débiteurs. On passe à la retraite. Oui, à la retraite, forcément. Moi. Eh bien, on propose que la retraite puisse être prise dès 57 ans. Le calcul a été fait, entre autres, parce que les femmes ont un salaire qui, en règle générale, est bien inférieur à celui des hommes. Donc ce calcul a été fait dans ce cadre-là. Et pour des questions d'égalité hommes-femmes, on propose que ce soit pour tout le monde, avec versement complet de l'ARS et de la... Alors, les questions, elles viennent après. Oui, mais ce point-là, le 21, Tu nous en reparles après? Parce que là, déjà, je crois qu'on a un peu débordé du temps. La transparence, alors c'est un petit jeu de mots, parce que quand on parle de transparence, on parle de transparence des liens d'intérêt en général. Là, on parle de transparence des visages, des sourires, du nez, de l'émotion faciale, de l'expression faciale, etc. Cet article a été, le 10A de la Constitution, qui est ici, a été ajouté le 7 mars 2021. Cet article nous dit que nul ne peut dissimuler le visage, on ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun. Il y a un petit alinéa, le numéro 3, qui parle d'exception à cette règle, évidemment, qui sont donc des raisons de santé, de sécurité ou des raisons climatiques ou par des coutumes locales. Nous émettons la volonté de rayer ces exceptions, puisqu'on voit tout à fait que cet article permet tout à fait aux autorités d'imposer de nouveau le masque en temps de fake. C'est ce que c'est qu'une fake? Qu'est-ce que c'est qu'une fake? Pour les journalistes, peut-être qu'ils ne le savent pas, fake, ça s'écrit PHEIC, ça veut dire Public Health Emergency of International Concern. Donc c'est ce que l'OMS appelle une urgence de santé de portée internationale, qui est par exemple le Covid était une fake. On l'avait tous compris, mais c'est bien qu'ils nous le disent quand même. C'est une fake. Les transports, Gérard, je te laisse finir. Oui, tout à fait. Alors on s'est rendu compte qu'un certain nombre de cantons avaient le projet de demander les transports publics gratuits. Il y a des tas de raisons, on ne va pas entrer dans le détail, mais il se trouve que la Constitution empêche en fait de proposer cette amélioration tout à fait importante. Et en fait, ce qu'on propose, c'est de régler dans la Constitution la phrase suivante: les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. Donc en modifiant la Constitution et en enlevant cet ajout-là, eh bien, on aurait la possibilité de proposer des transports publics gratuits quand le peuple le désire. C'est une question de démocratie. Alors on termine avec 9 initiatives que nous soutenons, on va les passer rapidement en revue. Ces initiatives sont les suivantes: confirmation des membres du Conseil fédéral par le peuple et les cantons, c'est une initiative qui est en cours de signature, comme pratiquement toutes celles que vous voyez, qui permettrait donc au peuple de confirmer ou pas les conseillers fédéraux tous les 2 ans. Attendez, je reviens en arrière. La deuxième initiative concernant l'argent liquide, celle-ci elle est en cours de récolte, la première ayant abouti au mois de février, qui permet de conserver l'argent liquide. Et bien celle-ci demande qu'on puisse payer en argent liquide partout. Sauvegarder la neutralité suisse, encore une initiative qui semble une lapalissade, puisqu'il s'agirait que la Suisse ne s'insère plus dans les conflits qui ne la concernent pas directement. On a 2 initiatives concernant le Covid-19, une qui propose de reconstruire analytiquement la situation en attribuant les responsabilités à toutes les personnes qui sont responsables notamment des fermetures de boutiques, des faillites, des traumatismes vécus
des manques à gagner et autres. Une autre qui demande que les dédommagements lors des éventuelles prochaines pandémies soient faits pour les personnes qui sont obligées de freiner leur activité professionnelle par les responsables, par les autorités directement responsables des mesures. Donc ça, c'est le dédommagement réglementé en cas d'épidémie. L'initiative qui a abouti, 200 francs, ça suffit concernant la redevance télévision et radio, qui permet de baisser cette redevance qui est actuellement de 335 francs par an, y compris pour les personnes qui n'ont ni télé ni radio. Eh bien, c'est une initiative qui propose qu'elle soit baissée à 200 par an. On proposera éventuellement une initiative qui la baisse à 0 par an pour les personnes qui n'ont pas ni télé ni radio. On dit oui à une médecine naturelle indépendante qui ne serait pas sous le contrôle de Swissmedic. On dit oui également à l'interdiction d'importer des produits en fourrure provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements, et oui à un avenir sans expérimentation animale. En bref, deux phrases pour illustrer notre mouvement et nos intentions. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, disait Jean Jaurès il y a un siècle, et seul, et ça c'est pas Jean Jaurès, c'est le préambule de la Constitution qui le dit, seul est libre qui use de sa liberté. Nous comptons bien en user. En résumé, vive la liberté et merci de votre attention.